Un député de l'opposition a-t-il vocation à intervenir dans la diplomatie française? Visiblement, c'est ce que pense notre invité du jour, Jean-Frédéric Poisson, qui est le président du parti chrétien-démocrate et qui vient de faire pour la deuxième fois un aller-retour à Damas, où il a vu le président Bachar el-Assad, alors que la France a rompu toute relation diplomatique avec lui. Notre invité va nous dire ce qu'il a retiré de cette rencontre et il va aussi nous parler d'un tout autre sujet, bien français celui-là, sa candidature à la primaire pour la présidentielle de la droite en 2016. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Merci. Donc, vous revenez de Damas, on l'a dit. La lutte contre l'État islamique passe-t-elle obligatoirement par un accord avec Bachar el-Assad? Elle ne passe pas nécessairement par un accord, elle passe par une coopération, ce qui n'est pas la même chose. Aujourd'hui, l'armée syrienne régulière est engagée clairement contre l'État islamique. Elle est engagée aussi clairement contre les rebelles syriens qui sont les frères musulmans majoritairement et Al-Qaïda en péninsule arabique. Et donc, puisque les Syriens sont en train de lutter très énergiquement contre les barbares et le fondamentalisme musulman, eh bien, il faut travailler avec lui. Il doit y avoir des élections, normalement, en juin. Est-ce que vous pensez qu'Assad sera réélu? Est-ce qu'il aura le soutien permanent de la Russie, qui actuellement le soutient? Mais est-ce que ça va durer? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sens, c'est qu'il y a de la part de la société civile syrienne une très grande volonté que la Syrie demeure indépendante, que son intégrité territoriale soit respectée et que son chef d'État actuel soit également respecté dans ses fonctions. Le président Assad est confiant dans les élections législatives en mai et puis à la présidence quelques semaines ou quelques mois plus tard. Il est prêt à ce que les organisations internationales surveillent le déroulement de ces élections et je pense qu'avant tout, il faut accepter... Vous croyez en sa bonne foi? Écoutez, en tout cas, c'est l'engagement qu'il a pris devant moi hier. Il l'a pris également devant l'ambassadeur russe, à qui j'en ai parlé quelques minutes après. Et donc, je crois que la responsabilité de la France, en tout cas c'est ma volonté, c'est de participer à la supervision de ces élections pour que le peuple syrien se prononce en toute liberté. Alors, en même temps, vous dites que la France a tort de parler avec la Turquie, ou en tout cas de considérer la Turquie et l'Arabie saoudite comme des alliés dans la lutte contre l'État islamique. Pourtant, elles prétendent lutter. C'est toute l'ambiguïté de la situation. L'Arabie saoudite finance depuis des années des tas de cellules dans le monde entier où se forment des musulmans radicaux et des fanatiques. La Turquie, on le sait bien, joue un double, voire triple jeu entre les Kurdes, les puissances occidentales, le soutien à nos adversaires et ainsi de suite. Et je pense qu'avoir comme alliés des gens qui exécutent environ 4 personnes par semaine au titre de la peine de mort, je parle des Saoudiens, avoir comme alliés des Turcs... On peut vous retourner le bilan humain dramatique. Oui, il y a des bilans humains dramatiques partout, mais s'il faut en venir à une considération de type moral, alors je dis que ceux qui se considèrent comme nos alliés, c'est d'ailleurs ce que nous faisons puisqu'ils sont dans la coalition internationale. C'est la raison pour laquelle je crois de toute façon que l'alliance avec les Saoudiens et les Turcs nous coûte très cher. Et qu'elle n'est pas de nature à servir les intérêts de la France et du peuple français. Ça veut dire qu'il faut l'interrompre ou être plus exigeant? Ça veut dire qu'il faut exiger des Turcs une clarification sur leur position dans ce conflit et exiger des Saoudiens qu'ils soient clairement et résolument opposés à tous les fanatiques musulmans qui sont sur le territoire syrien ou irakien aujourd'hui. Paris organise cette semaine une rencontre des ministres des Affaires étrangères européennes, américains et arabes pour tenter de reprendre la main. Est-ce que c'est une initiative que vous approuvez? Je pense que c'est un peu tard, parce qu'en réalité... C'est un peu tard et il manque les Russes? Il manque les Russes et il manque sans doute les Iraniens aussi, puisque les Iraniens maintenant sont également sur le théâtre d'opération. Je pense que cette volonté de Paris, qui vise à continuer à faire en sorte que la coalition internationale des Occidentaux soit la seule capable de rétablir un équilibre en Syrie, ça c'est une vue de l'esprit. Ce sont les Russes et les Iraniens qui sont aujourd'hui sur le terrain, il faut les y rejoindre, il ne faut pas travailler à côté d'eux mais avec eux. Nicolas Sarkozy est en ce moment à Moscou, il va rencontrer dans quelques heures Vladimir Poutine. Cette visite est très critiquée par la gauche qui voit une diplomatie parallèle, mais aussi à droite, on entend par exemple Alain Juppé mettre en garde contre les excès de russophilie aiguë. Quelle est votre position? Je n'ai pas de désaccord avec le président Sarkozy sur la nécessité qu'il y a de travailler avec les Russes. Il ne s'agit pas d'être russophile ou russophobe, il s'agit de reconnaître une situation. Les Russes sont aujourd'hui sans doute le premier artisan d'un retour de la stabilité au Moyen-Orient. Ma divergence avec Nicolas Sarkozy, elle porte sur le traitement de l'affaire syrienne. C'est sous sa responsabilité qu'a été fermée l'ambassade française à Damas il y a 3 ans et demi, et je pense que l'influence française dans cette région ne s'en est en fait jamais remise.
D'accord. On va revenir en France où un sujet qui n'a rien à voir agite beaucoup la gauche. Quelle attitude à adopter dans les régions où le Front National pourrait arriver en tête et où le PS serait en troisième position? Alors Manuel Valls a dit « Je ferai tout pour empêcher que le Front National remporte une région ». Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? C'est surréaliste. Et ça n'est pas au niveau de la responsabilité d'un Premier ministre qui, même s'il est le chef de la majorité dans les institutions, doit demeurer d'une certaine manière au-dessus de la mêlée électorale, surtout quand elle prend ce genre de tournure. Je crois que on sait très bien que c'est une illusion. Tous les premiers ministres ont eu un rôle politique et même politicien et partisan. Ça prend des proportions quand même très exagérées. Le fait de vouloir empêcher, même si ça n'est pas la formation politique dans laquelle je suis, et même si ce sont pour moi des adversaires, le fait d'empêcher des partis politiques d'accéder aux responsabilités par de la tambouille électorale, c'est ça qui n'est pas au niveau de la responsabilité d'un Premier ministre. Et je comprends très bien qu'une partie de sa propre majorité soit très agacée de cette perspective. Est-ce que ça peut être efficace? Est-ce que ça peut dissuader des électeurs de gauche de voter pour les candidats du Front National? Je ne suis pas sûr du tout, parce que pour dissuader... Pas sûr du tout ou sûr du contraire? Non, je ne suis pas sûr, parce que pour dissuader les électeurs de gauche de se porter vers le Front National, il faudrait que la politique du gouvernement évolue. Et ça, pour le coup, ça n'est pas pour demain. Vous êtes aussi, je l'ai dit, candidat à la primaire de 2016, normalement de la droite et du centre. Une question technique. Vous m'aviez dit que vous alliez écrire à Thierry Solère, qui est le président de la commission qui organise cette primaire, pour être associé à ces travaux qui vont bon train, et écrire en même temps à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous l'avez fait? Et que vous ont-ils répondu? La réponse n'est pas encore arrivée, mais j'ai croisé M. Solère ce matin et nous sommes convenus de voir rapidement. Donc vous devriez rapidement avoir un droit de regard sur l'organisation de cette primaire. Un droit de regard, participer en tout cas à la préparation de l'organisation, oui, comme je crois, c'est normal pour tout candidat qui se présente selon les formes déterminées pour cette élection. Vous dites que vous êtes candidat notamment pour porter les valeurs chrétiennes dans le débat public. Est-ce que vous comprendriez qu'un candidat se réclame des valeurs juives ou des valeurs musulmanes? Pourquoi pas? Ce que je constate, c'est que, en tout cas, les racines de la société française sont à l'évidence judéo-chrétiennes. Et le sentiment, sinon la conviction que j'ai, c'est que les Français attendent aujourd'hui une forme de retour, de réenracinement dans ces valeurs. C'est ça l'attente qui est la leur sur le plan politique et sur le plan de l'évolution de la société. Et je vois que la course très libérale, au fond, et très europhile, qui se profile dans le camp de la droite et du centre ne convient pas à ce qu'attendent les Français. C'est la raison pour laquelle je porterai un projet qui est ancré et enraciné dans ces valeurs-là. Si jamais, sans vous faire insulte, on peut l'imaginer, vous n'êtes pas au deuxième tour, est-ce que vous envisagez de vous rallier à un des deux finalistes? Et si oui, est-ce que ça sera sur des bases programmatiques? C'est nécessairement sur des bases programmatiques. Vous pouvez nous donner quelques exemples de sujets sur lesquels vous allez poser vos conditions? C'est nécessairement sur des bases programmatiques que la désignation du champion de la droite et du centre se fera, qui qu'il soit. C'est nécessairement une opération de rassemblement et de synthèse dynamique de ces différents projets que nous irons à la victoire en 2017. En tout cas, c'est mon souhait, c'est ma volonté. Mais je crois que sur la question du travail, sur une vision très critique des institutions européennes et le recentrage de l'Europe sur sa vocation et sur ses missions essentielles, sur une conception souveraine, pas souverainiste, mais souveraine de la défense, de l'agriculture et des intérêts stratégiques du pays, sur les sujets de société où la vision que je porte est conservatrice et équilibrée. Pour être clair, ça veut dire que vous ne vous rallierez pas ou n'appellerez pas à voter pour un candidat qui ne dirait pas qu'il abrogerait le mariage pour tous? Sur ces différents sujets, ainsi que sur la politique étrangère, comme je viens de l'évoquer, il y a des choses à dire qui sont différentes de celles que disent en ce moment et de ce que s'apprêtent à dire les autres candidats. Lorsque on en vient aux conditions éventuelles d'une négociation avec les deux candidats finalistes, si je n'y étais pas, écoutez, on verra. Oui, c'est possible. C'est dans un an. Et de toute façon, je suis très intéressé par le propos de Jacques Attali qui disait le prochain président de la République sera soit Madame Le Pen, soit un candidat qui est inconnu. Eh bien, je serais ravi de donner pour la première fois de ma carrière raison à M. Attali. Ça ne répond pas à ma question. Est-ce que pour obtenir votre soutien, le candidat finaliste devra s'engager à abroger le mariage pour tous? Probablement que, ou en tout cas de manière certaine, je défendrai en ce qui me concerne la thèse de l'abrogation, et je pense que de toute manière, c'est une nécessité pour la société française. Donc nous verrons bien le moment venu. Je porterai cette thématique au milieu de toutes les autres que j'ai dites tout à l'heure sur le travail, l'Europe, la défense et d'autres sujets.
je serai fidèle aux engagements qui ont toujours été les miens et je demanderai effectivement que cette mécanique d'abrogation soit mise en place dans le prochain mandat. Dernière question, à gauche, tous les candidats qui ont participé à la primaire se sont retrouvés ministres ou ont été représentés au gouvernement. Je pense à Jean-Michel Bellette par exemple. Est-ce que c'est une bonne idée pour faire un gouvernement de synthèse de rassemblement? Est-ce que vous vous voyez au gouvernement après cette primaire? Ça dépend. Si la droite l'emporte, bien sûr. Oui, si la droite l'emporte évidemment. Ça dépend de ce qu'il s'agit de faire. Soit effectivement en 2017, nous serons capables de porter un projet ambitieux de réforme dans le calme, pas dans la violence ni dans le trouble, et ambitieux pour le pays, ferme et exigeant. Si c'est ça, nous verrons que les choses sont possibles. Si ça n'est pas ça, ça se fera sans doute. Donc sans vous moi. êtes disponible? Je suis toujours disponible pour servir mon pays et le peuple français. Eh bien, Jean-Frédéric Poisson, merci beaucoup. Au revoir. Merci.